Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la team com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at Abeilsen. Bonjour à tous, je suis Yann Zema. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Wonder. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de House of HR avec Madame Aurore Koch. Bonjour Aurore. Bonjour Yann. Bienvenue, ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette petite interview entre nous. On va parler de plein de sujets, mais je vais commencer par te poser cette question. Présente-toi. Bonjour à tous, merci de me recevoir et merci Yann. Je suis Aurore Koch, je suis le directeur financier du groupe Abeilsen en Belgique depuis 4 ans. Je suis française, j'ai 39 ans et je suis une maman comblée de 3 enfants. Alors, je vais te parler un peu de ma carrière. Je suis française, j'ai fait mes études en France et en Angleterre, école de commerce. Et puis, j'ai commencé ma carrière à l'étranger, à l'international, en Autriche, où j'ai passé 3 ans et demi, où j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion sur une grande zone qui était l'Europe de l'Est. Donc, ça m'a permis de beaucoup voyager aussi pour mon job à l'époque. Donc, j'ai passé 3 ans et demi en Autriche et ensuite, je suis venue m'installer en Belgique où je suis depuis 13 ans. D'accord, 13 ans. Alors, quand je suis 13 ans, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai intégré une société. Enfin, j'étais déjà dans le pharmaceutique d'ailleurs et j'ai continué dans le pharmaceutique. Donc, je suis passée de Sanofi Pasteur en Autriche à AstraZeneca en Belgique quand je suis arrivée. Et puis, 2 ans après, j'ai quitté le monde pharmaceutique pour intégrer le monde du conseil dans une PME qui s'appelle Risk Dynamics, qui était spécialisée dans le conseil en gestion de risque auprès de banques et assurances, où j'ai pris un poste de finance manager à l'époque. Et où je les ai aidés à monter leur structure et en fait, leur structure finance avec les process, etc. Et on a, 3 ans après, revendu cette société au groupe McKinsey, gros groupe de stratégie américain, où j'ai encore passé 3 ans et demi, déjà à gérer la due diligence avant l'intégration, et puis après toute la transition, l'intégration, le fait de garder une marque forte, Risk Dynamics, au sein d'un grand groupe international, avec évidemment des équipes qui se développaient, qui grandissaient. Voilà, donc j'ai fait 6 ans et demi en tout. Et puis après, j'avais un peu envie de changer, de voir d'autres choses, de rester dans le monde du conseil parce que ça me plaisait. Et puis évidemment, de suivre, de trouver d'autres opportunités, de pouvoir me développer. Et donc, c'est là que j'ai rejoint Abeilsen. Donc, il y a 4 ans, j'ai rencontré à l'époque Florian. Et voilà, l'aventure Abeilsen a démarré. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Mais je voulais te demander comment ça se passe quand tu arrives chez Abeilsen il y a 4 ans. Alors, il y a 4 ans, j'arrive en tant que CFO pour monter et commencer à monter un groupe en Belgique. À l'époque, on a 3 entités en Belgique, donc l'entité principale d'Abeilsen et 2 acquisitions qui ont été faites 1 an et demi auparavant. Et on veut commencer à créer des synergies entre ces 3 entités. Et on veut effectivement commencer à créer ces synergies et commencer à développer un groupe en se disant que commencer par la finance, ce serait pas mal. Et parce qu'on a besoin, à l'époque, le groupe a besoin de professionnaliser vraiment ses fonctions, on va dire support, les business partners, comme on les appelle aujourd'hui. Effectivement, en Belgique, de renforcer la finance et de faire les choses un peu plus à la belge, parce qu'on est un groupe français avant tout et qu'à l'époque, on fait pas mal de choses encore en mode un peu français qu'on essaye d'ajuster au pays, à la Belgique. Donc là, on veut professionnaliser et effectivement commencer à structurer. Voilà comment je démarre à l'époque et je monte petit à petit une équipe finance qui va reprendre la comptabilité, le contrôle de gestion, l'administration des ventes et puis aussi ce qu'on appelle la partie hard HR, payroll, etc. D'accord, très bien. Et au début, quand tu arrives chez Abeilsen, vous êtes combien à peu près ? Alors en Belgique, on a à peu près 400 consultants. D'accord. À l'époque, un staff interne réparti dans les différentes entités d'à peu près 60 personnes, je dirais. Et voilà, évidemment, depuis, le groupe a
énormément évolué. Déjà, s'est développé et a beaucoup grandi. On a fait d'autres acquisitions depuis, en France notamment. Et puis, évidemment, on a continué à se structurer. Si on se focus sur mon périmètre, sur la Belgique, on a continué à se développer et à structurer ce groupe avec, après la finance, les autres fonctions support qu'on a aussi centralisées, intégrées, structurées. Et puis le business, c'était évidemment la dernière étape, la plus touchy, on va dire, et la dernière étape qu'on a concrétisée l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc là, ça fait maintenant 1 an qu'on est vraiment complètement intégré, qu'on a vraiment construit le groupe en Belgique autour de nos 2 marques fortes aujourd'hui, Pi Life Sciences et Belgatech. Très bien. Ça fait un peu écho avec, ça fait lien avec la question que je voulais te poser ensuite. C'était, selon toi, qu'est-ce qui a changé le plus chez Abyssen Belgium et aussi plus largement au sein du groupe Abyssen? C'est ce que je disais, effectivement, c'est vraiment cette structure qu'on a mis en place, cette professionnalisation de nos fonctions support, et que ce soit d'ailleurs au niveau du groupe, qu'au niveau du groupe en Belgique, au niveau du groupe global et au niveau du groupe en Belgique. On a des équipes beaucoup plus expertes aujourd'hui. Je pense qu'au niveau du groupe en Belgique, encore une fois, on a structuré, je viens de le dire. Au-delà de ça, on a renforcé notre côté international et multilingue. En Belgique, on a 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Et on est présent partout, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Et donc, on a des collaborateurs dont la langue maternelle peut être le français ou le néerlandais, ou même évidemment des collaborateurs étrangers autres qui ont une autre langue maternelle. Ça a beaucoup changé aussi ces 4 dernières années, ça a beaucoup évolué, ce côté international avec évidemment l'intégration de l'anglais beaucoup plus, parce qu'en fait aujourd'hui on a un mix de cultures en Belgique, en tout cas française, belge, avec encore une fois des langues différentes. Il semble important de pouvoir intégrer et apporter l'anglais comme langue un peu commune. On a des collaborateurs qui sont pas forcément des collaborateurs belges qui parlent pas forcément le néerlandais ou pas forcément le français. Donc l'anglais comme langue commune, c'est aussi imposé, et ça a beaucoup changé aussi. Du coup, tu parles dans la vie de tous les jours en anglais, en fait, hein? Alors, je travaille en français et en anglais. J'ai toujours travaillé en anglais, d'ailleurs, dans ma vie professionnelle. Et depuis 4 ans que j'ai intégré Abyssen, c'est la première fois que je travaille en français. Mais effectivement, comme je le disais, l'anglais est très présent. J'ai des équipes, j'ai des personnes de mon équipe qui sont néerlandophones en langue naturelle, en langue native. Et j'ai jamais imposé le français. Et donc, effectivement, je travaille aussi en anglais. D'accord. Et du coup, toi, tu es souvent basé à Bruxelles. Je crois que tu fais énormément de déplacements, sachant qu'Abyssen Belgium, c'est plusieurs agences, notamment à Liège, au Havre, Gand et Anvers. Je voulais savoir si, en quelques mots, si tu pouvais en dire un peu plus sur l'ambiance au sein d'Abyssen Belgium. Alors, oui, effectivement, je me déplace. Je suis basée principalement à Bruxelles, au siège. Je vais 1 fois par semaine dans notre bureau de Gand. Et l'ambiance en Belgique, elle tourne autour. On a une vraie culture du travail et de l'excellence, évidemment. C'est sérieux, mais c'est aussi beaucoup de bienveillance, de solidarité. Je pense qu'on est l'équipe belge connue un peu pour ça au niveau du groupe, pour la bonne ambiance, le fait qu'il y ait aussi des moments de chill, de décompression, où on peut partager des moments informels ensemble le soir, en dehors du bureau d'ailleurs aussi. Et voilà, mais je pense qu'il y a une très très forte cohésion, un fort esprit d'équipe. Et moi, c'est ce que j'adore, évidemment. Et c'est la culture qu'on a aussi voulu mettre en place et qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien à Bruxelles que à Gand. D'accord. Qui sont on est présents ailleurs, mais c'est nos 2 principaux bureaux aujourd'hui. D'accord. La barrière de la langue, ça n'a jamais été un problème au sein de tes équipes? Je sais Absolument pas. Et en termes d'effectifs, on a plutôt une population jeune, c'est assez varié au sein du staff interne d'Abyssen?
Oui, 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 effectivement, on a une population très jeune en Belgique, un peu partout dans le groupe, hein, mais on a une moyenne d'âge qui tourne, je pense, autour de 26 ans, Hmm. en tout cas au niveau du staff interne. Et du coup, Ça sort beaucoup. On, on- on boit beaucoup de verre les jeudis, les vendredis, c'est ça? voilà. Très bien, très très bien. J'ai une question. Je sais que, comme tu l'as dit au début de ce podcast, tu es mère de famille, mère de 3 enfants. J'avais une question. Comment tu arrives à manager ta vie de maman et ta vie de CFO au sein d'Abilsen? Alors, un poste de CFO, c'est un poste et c'est un job qu'on vit tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, c'est sûr. Je suis en constante réflexion, en cogitation, etc. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile de combiner ça avec trois petits loulous qui ont besoin d'attention et qui méritent toute mon attention, bien sûr. J'ai une vie à 200 à l'heure, je cours un peu tout le temps. Et effectivement, j'ai besoin d'avoir quelques moments qui sont précieux dans ma semaine pour pouvoir équilibrer tout ça et avoir aussi le temps de souffler un petit peu. Et ça passe par le sport. On va dire mes 3 heures de sport hebdomadaire qui sont très, très importants et qui sont, je pense, les seuls moments où vraiment je ne pense à rien et qui me permettent de décompresser. Et puis évidemment, mes moments en famille, hein, avec mes enfants. Donc quand je suis avec mes enfants, je coupe, je suis pleinement avec eux et c'est très très important aussi. Et puis les moments familiaux, de regroupement, on va dire familial plus large, qui sont très importants pour moi, parce que la famille est très très importante pour moi. C'est une valeur fondamentale de ma vie. Ma famille est loin, donc on ne peut pas se voir toutes les semaines et tous les week-ends, mais les moments où je les retrouve en France, on est vraiment, voilà, c'est ces moments-là qui me permettent de me ressourcer aussi, de me retrouver et qui me permettent de refaire le plein d'énergie pour réattaquer ma vie à 200 à l'heure. Très, très bien. Et du coup, l'astuce, c'est faire du sport, c'est passer du temps avec sa famille, c'est aussi savoir se déconnecter. Oui, tout à fait. Après, je pense que chacun trouve sa façon voilà, de s'évader, de se ressourcer, hein. Moi, clairement, j'ai besoin du sport. J'ai besoin aussi régulièrement d'aller voir la mer. Et d'ailleurs de m'y baigner, pas seulement de la regarder. C'est vraiment l'élément qui m'apaise. Je fais de la plongée sous-marine et c'est un élément très, très important de ma vie. En habitant en Belgique, c'est pas forcément facile de plonger. Voilà, c'est les moments où enfin, voilà, moi c'est mais le besoin que j'ai voilà, tourne autour de ça. Chacun doit trouver vraiment ce qui lui permet voilà, de se déconnecter, de penser à autre chose ou de pas penser. Je pense que c'est très important. Et puis encore une fois, moi, mon équilibre se fait évidemment avec mes enfants et ma famille. Très bien. On le sait, tu l'as dit, tu as travaillé en Autriche, ensuite tu as travaillé en Belgique, tu es toujours en Belgique depuis 13 ans. Si je dis pas de bêtises, tu as jamais travaillé en France. Enfin, je crois que si, à travers des stages, des petites expériences professionnelles. Mais du coup, tu n'as jamais réellement évolué en France, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'aller explorer d'autres pays en Europe? Alors effectivement, j'ai fait quelques stages pendant mes études en France, mais j'ai commencé ma carrière en Autriche. J'ai toujours voulu partir travailler à l'étranger. Je pense que j'ai été baignée dans des cultures, enfin, en tout cas, j'ai eu l'occasion petite de beaucoup voyager avec mes parents qui nous ont transmis cette passion du voyage. Et j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Alors, je voulais pas partir trop loin parce qu'encore une fois, ma famille est très importante. Mais voilà, j'avais besoin de pouvoir évoluer dans des cultures, dans des contextes multilingues, des cultures différentes. Et donc, quand je suis partie en Autriche, j'avais un poste génial. J'ai eu une chance énorme parce que j'étais basée donc à Vienne, en Autriche, mais je m'occupais de toute l'Europe de l'Est. Donc, j'avais 15 pays et je voyageais tout le temps.
Donc Incroyable. des pays baltes on va dire à l'Europe centrale, hein, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, jusqu'aux Balkans, la Serbie, la Croatie, etc. Et donc j'ai eu cette chance et oui, c'est le voyage, les cultures, c'est important pour moi. Le fait de travailler en anglais, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'étais pas prédestinée à parler super bien anglais, franchement, je me rappelle À de mes l'école? premiers cours de langue. Et surtout quand je suis arrivée en Belgique, parce que j'ai vécu en Belgique jeune, au lycée français où le niveau de langue est assez élevé. J'ai un peu déchanté quand j'ai vu tous mes petits copains de classe qui parlaient très bien anglais déjà, après 2-3 ans d'apprentissage. Moi, j'étais nulle et j'ai vite rattrapé le niveau. Et quelque part, je pense que c'est un moyen pour moi aussi de continuer à me développer, à apprendre des choses, pas forcément que sur du professionnel pur, mais aussi sur des soft skills voilà, les langues, c'est important pour moi. Quand je voyage, j'essaye aussi de pratiquer l'espagnol. J'aime bien. Très, très bien. Et l'Espagne, c'est un pays qui t'attire, ou pas du tout, un pays hispanophone? Oui, oui, potentiellement, ça m'attire. J'aime bien voyager. J'adore le Mexique, notamment, Ok, qui me permet de parler espagnol. très très bien. On en parlera peut-être plus tard du Mexique. En tant que Française, travaillant en Belgique, je voulais savoir comment ça se fait que du coup t'es en Belgique aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pour toi, si on pouvait comparer un peu avec la France, qu'est-ce qui change le plus entre, enfin, si on compare les deux pays, si tu arrives à voir des points un peu positifs par rapport à la France, aussi bien professionnellement que personnellement. Je suis en Belgique, effectivement, depuis 13 ans. J'ai vécu en Belgique donc, avec ma famille plus jeune. D'accord. Mon père était venu travailler en Belgique, donc on a suivi. Et j'ai adoré. Donc, j'ai fait mon Mhm. adolescence, en fait. J'ai vécu mon adolescence à Bruxelles. Et j'ai adoré. J'ai adoré vivre en Belgique. Et j'ai toujours dit à l'époque que je reviendrais. Et les choses ont fait, les choses de la vie, on va dire, ma situation personnelle a fait à un moment que j'ai effectivement quitté l'Autriche. Ça a été très difficile d'ailleurs, parce que j'adorais Vienne. D'ailleurs, je dis toujours que c'est ma ville. Et c'est vrai que j'aime énormément Vienne. Et je suis revenue, donc, il y a 13 ans, m'installer en Belgique, comme j'avais dit que je le ferais. Euh, Bruxelles est une ville très cosmopolite, donc je retrouve un peu cette multiculturalité que j'adore, très dynamique. Les Belges sont hyper attachants, hyper accueillants. Et ça, alors attention, hein, je ne veux pas dire qu'en France, on n'est pas accueillant et attachant, pas du tout. Mais vraiment, les Belges ont ça pour eux. Et voilà, on est très, très bien. Bruxelles, c'est une ville, encore une fois, très, très agréable, très, très agréable à vivre. Une ville à taille humaine, il y a plein de choses à faire. Puis elle est au cœur de l'Europe, donc on peut facilement aller à droite, à gauche. Euh, après, tu me demandais si je trouvais des points positifs à la France. La France reste mon pays. Mm. J'adore rentrer en France parce que j'ai mes racines, ma culture aussi là-bas. J'ai ma famille. Euh, je peux pas vraiment comparer parce que, comme tu le disais, j'ai jamais vraiment travaillé en France. Mm. J'ai fait des stages, mais voilà. Et je suis pas du tout négative par rapport à la France. Juste, moi, je m'épanouis à l'étranger. Et voilà. Est-ce que je ferai toute ma vie en Belgique? Je n'en sais rien. Peut-être pas, probablement pas. Est-ce qu'un jour je rentrerai en France? Peut-être, on verra. Mais pour l'instant, je suis très très bien et c'est ça qui compte. Je suis très bien intégrée. J'ai beaucoup d'amis en Belgique et voilà. C'est pour l'instant. C'est d'ailleurs le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps maintenant. Donc je suis un peu belge. Aurore, ça fait maintenant 4 ans que tu travailles chez Abicen. J'ai une question. Quelle est la chose dont tu es la plus fière depuis que tu nous as rejoints? La chose dont je suis la plus fière, alors c'est, je pense, assez récemment, cette année, d'avoir mis en place notre nouvelle ERP comptable pour le groupe et d'avoir piloté le projet, enfin, avec mes équipes, évidemment, et d'avoir
réussi à mettre en place cet outil. Ça a été un énorme travail, évidemment, de préparation, de test, et puis derrière d'implémentation, de fine-tuning de nos paramètres, etc. Et je suis très fière d'avoir réussi à le faire dans le timing serré que nous avions. Je suis très fière du boulot énorme qui a été fait par mon équipe. Et c'est la transition parfaite sur la vraie chose dont je suis le plus fière aujourd'hui dans mon rôle et chez Abilsen, c'est mon équipe. Et c'est ce que j'ai réussi à mettre en place, cette équipe centralisée depuis 4 ans, qui au début travaillait avec des entités légales différentes. Pour rappel, on en a 8 en Belgique. Et donc, cette équipe centralisée qui travaillent ensemble sur des domaines différents, contrôle de gestion, payroll, comptabilité, etc., qui est très soudée. Ce dont je suis fière, c'est d'avoir pu, à ceux qui étaient déjà là, leur donner des perspectives d'évolution, leur donner la possibilité de se projeter sur un périmètre plus grand, sur un scope plus large, sur des missions différentes, leur donner la possibilité de se développer en tant que manager aussi, c'est très important. Leur donner la possibilité de développer leurs compétences, de devenir soit experts dans leur domaine, en développant effectivement les compétences très techniques de leur domaine, ou aussi de leur permettre d'explorer à travers potentiellement des changements de poste. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière aussi, de pouvoir donner une perspective. Alors, j'ai un exemple très concret. Un business manager chez nous qui avait commencé en tant que business manager, qui a d'ailleurs été consultant avant dans sa carrière, et qui a rejoint mes équipes il y a 2 ans sur un poste d'analyse business, contrôle de gestion. Et ça, oui, c'est une super opportunité, et c'est top, je trouve, qu'on puisse proposer ça chez nous, chez Abilsen. Encore une fois, et de pouvoir vraiment rester et devenir très, très expert dans son domaine, et potentiellement de pouvoir aller explorer ailleurs et développer un champ des possibles. Ouais, en fait, c'est ça, c'est favoriser la montée en compétences, essayer de garder aussi les meilleurs talents au sein du groupe. Tout à fait. Maintenant, on est un groupe composé de plusieurs filiales, plusieurs agences, donc on a quand même ces passerelles qui permettent aux personnes de pouvoir travailler où ils veulent, en fonction de ce qui se passe dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais aujourd'hui, tu manages une équipe d'une 20aine de personnes, si je ne me trompe pas. Tu aurais des conseils à donner sur comment manager, comment ressouder les liens quand tu intègres des nouveaux collaborateurs au sein de ton équipe? Est-ce que tu fais des choses particulières pour essayer de renforcer ce lien, cette cohésion, cette synergie d'équipe? Alors, moi, effectivement, c'est très important qu'il y ait de cette synergie d'équipe, en tout cas pour moi. Je recrute beaucoup mes collaborateurs au feeling. Alors, évidemment, il faut que les compétences, elles soient là sur le papier. Et évidemment, il y a un minimum... il y a un minimum requis et il faut que les compétences soient là. Mais au-delà d'un CV, moi, je recrute beaucoup sur la personnalité, sur le feeling. C'est très important, et je pense que ça porte ses fruits jusqu'à présent. J'ai une équipe qui est très soudée, qui fait, avec chacun, encore une fois, sa spécialité. Et chacun fait quelque chose de différent. Mais tout le monde travaille ensemble, et ça, c'est vraiment important. Il y a une très, très, très forte cohésion. Il y a un sentiment d'appartenance fort à une équipe. Il y a un sentiment de solidarité aussi. Et donc, je recrute aujourd'hui des gens qui vont apporter au collectif, qui vont pouvoir se sentir à l'aise dans ce collectif, parce qu'évidemment, il faut qu'ils se sentent bien, que chacun se sente bien à sa place. Je prône évidemment la mixité. Encore une fois, je parle du recrutement, pas forcément sur base du CV, des compétences, mais aussi sur ce qu'est la personne. J'aime beaucoup donner sa chance, donner leur chance aux jeunes, aux moins jeunes. Peu importe, encore une fois, quand il y a le feeling, je pense que c'est important. Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé ma carrière, parce qu'on m'a donné ma chance. Et comme ça se passait bien,
j'ai pu me développer et prendre plus de responsabilités. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire à mon tour et de pouvoir transmettre à mon tour. Et encore une fois, de donner l'opportunité à chacun de pouvoir accomplir de grandes choses et en tout cas de pouvoir se développer. Aujourd'hui, Aurore, tu as un rôle clé au sein d'Abyssal Belgium, au sein de la direction. En tant que femme, quelles sont tes perspectives sur la diversité et l'inclusion dans les industries dominées notamment par les hommes? Alors effectivement, on est une société spécialisée dans l'ingénierie. Aujourd'hui, on a des écoles d'ingénieurs qui sont largement dominées par les hommes, et c'est un fait. Donc évidemment, derrière, nos ingénieurs sont principalement et majoritairement des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on laisse pas sa place aux femmes, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'évidemment, dans l'industrie aujourd'hui, on a plus d'hommes. Dans l'IT, on a plus d'hommes aussi. Mais en parallèle, aujourd'hui, on est aussi en Belgique très, très fort dans le life science. Alors, ce qu'on appelle le life science, c'est tout ce qui est pharmaceutique, hein. Évidemment, en Belgique, on a un terrain très, très fertile sur le pharmaceutique. La cosmétologie, les biotechnologies, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le life science. Et aujourd'hui, on voit que dans le life science, 60% de nos consultants sont des femmes. Donc, ça permet un peu de contrebalancer. Je pense qu'il y aura toujours des domaines où il y aura plus d'hommes ou plus de femmes. Typiquement, dans mon précédent job, on travaillait principalement avec l'industrie bancaire et assurance. Et là, c'était aussi dominé par les femmes. Donc, ça dépend un petit peu de l'industrie. Aujourd'hui, ce qui est important, encore une fois, c'est de donner sa chance à tout le monde. Aujourd'hui, on a un comité exécutif en Belgique qui est composé de 6 membres, 3 femmes et 3 hommes. Donc, on a une mixité parfaite. Et on a un CODIR qui, du coup, balance un petit peu plus du côté homme parce qu'on a 3 hommes supplémentaires. Mais je trouve quand même que la mixité est reflétée. Et je pense que chez Abyssal, on n'a pas peur de ça du tout. Au comité de direction du groupe, on a aussi plus de femmes. On a notre directrice communication qui nous a rejoint récemment, qui est une femme. Et au sein du comité de direction plus large, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes à des hauts postes. Voilà. Au fil des années, tu as dû voir ces changements, voir des femmes arriver sur des postes à très forte responsabilité. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui aspirent à des rôles, à ce genre de rôle, à ce type de rôle? Bien sûr, je pense qu'il faut avoir confiance en ses compétences, ne pas vraiment ne pas avoir peur de faire entendre sa voix, d'assumer des positions fortes avec fermeté, ne pas se laisser impressionner parce qu'un homme a une voix plus forte ou quoi que ce soit, ça c'est important. Encore une fois, je pense qu'il faut aussi toujours, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, femmes, hommes, se remettre en question, parce que c'est avoir l'intelligence de se remettre en question, c'est très important en tant qu'homme, en tant que femme. Mais derrière, encore une fois, assumer ses positions, assumer sa prise de parole. Et il y a aussi une chose qui me semble essentielle. Alors là, c'est mon côté peut-être maman qui ressort, mais je pense que un conseil que je donnerais aux femmes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur d'assumer aussi son rôle de maman. Aujourd'hui, on peut combiner, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui, on peut combiner un rôle important, un rôle à forte responsabilité dans une société et aussi un rôle de maman. D'ailleurs, à tous les échelons d'une entreprise, hein, pas que dans un rôle à responsabilité. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'assumer. Moi, chez Abyssal, j'ai la chance d'avoir beaucoup de flexibilité et j'en ai besoin. Je ne pourrais pas faire autrement parce que, encore une fois, je dois combiner évidemment mon rôle et mes responsabilités en tant que CFO, mais aussi mon rôle et mes responsabilités en tant que maman. Donc j'ai besoin de flexibilité. Quand j'ai besoin d'aller chercher mes enfants avant 18h à l'école, j'ai besoin de cette flexibilité, de partir tôt. Je m'organise en conséquence. Alors, je l'ai déjà dit, c'est pas forcément tous les jours facile, mais c'est un choix que je fais, que j'assume. Et je pense que, oui, le conseil que je donnerais vraiment, c'est assumer ça.
c'est pas parce qu'on est maman et qu'on prend du temps pour sa famille qu'on est une mauvaise collaboratrice. Bien au contraire, et vice-versa. Très, très bien. Dans ce podcast Wonder, on aborde tous les sujets et j'aime beaucoup, beaucoup aborder ces sujets. Donc, je te remercie pour cette question qui était quand même vraiment, vraiment intéressante et j'ai beaucoup aimé les réponses. En ce moment, il se passe plein de choses au sein d'Abyssen Belgium. Est-ce qu'en ce moment, il y a une initiative, un projet qui te passionne ? Alors, il se passe toujours plein de choses chez Abyssen. Il se passe toujours plein de choses. On s'ennuie jamais, ça c'est évident. C'est passionnant, on a plein de projets passionnants. Évidemment, aujourd'hui, en ce moment, on est en train d'intégrer une nouvelle filiale au sein du groupe Abyssen en Belgique. Donc c'est ce qui me prend le plus de temps en ce moment et c'est encore une fois très passionnant. On est en train de structurer en Belgique un groupe qui fera plus de 1000 personnes dans moins d'un mois, à partir de début 2024. C'est un énorme challenge. C'est un énorme challenge de tous les jours pour tout le monde. C'est un énorme challenge pour nous, membres du comité de direction, parce que ça nous demande, je parlais de la remise en question, ça nous demande cette remise en question constante. Et ça nous demande, le groupe en Belgique allant faire un pas en avant, un énorme bond de géant, on va dire, en passant à plus de 1000 collaborateurs. On a besoin aussi, chacun, membre du CODIR, et puis toutes nos équipes, de faire un pas en avant, nous aussi, d'emmener nos équipes avec nous, de les faire encore progresser pour structurer ce groupe. Et ça, c'est le gros sujet du moment et c'est passionnant, évidemment. Encore une fois, je parlais de mes débuts il y a 4 ans au sein d'Abyssen. On voit aujourd'hui où on en est et je pense que c'est que le début. Donc voilà, c'est très excitant. Très, très bien. Du coup, plein de projets à venir en 2024, Aurore. Ouais. Aujourd'hui, tu es une leader, on va pas se le cacher. Une leader, comme je l'ai dit précédemment, dans une industrie dominée par les hommes. Est-ce que tu aurais, pour toi, des qualités essentielles pour être un bon leader ? Oui, bien sûr. Un bon leader, pour moi, ce qui qualifie un bon leader, je pense, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, la transparence, c'est l'exemplarité. Moi, je suis un leader qui, je pense, et en tout cas, je m'efforce de le faire au quotidien, et persuadée que donner l'exemple, c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je lead par l'exemple. Je ne demanderai jamais à mes équipes de faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même ou que je n'ai pas fait dans le passé moi-même. Donc, l'exemplarité, pour moi, c'est très important. Encore une fois, l'honnêteté, la transparence, mais bon, je pense que les gens qui me connaissent, ils savent que c'est une caractéristique, c'est une de mes caractéristiques. Et puis, je pense aujourd'hui qu'un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui prend ses décisions de manière collective, avec son équipe rapprochée, on va dire. Alors évidemment, il faut qu'un leader soit capable de prendre des décisions aussi et d'imposer ses décisions, mais l'écoute, l'inclusion de tout le monde est très importante. L'empathie, moi je pense quelqu'un de très humain. Je suis encore une fois très proche de mes équipes, c'est très important pour moi. Et donc l'écoute, c'est très important. Après, évidemment, c'est aussi important que chaque leader ait son propre style. Et encore une fois, si je parle de moi, c'est être proche des gens, les écouter, être exemplaire, et puis toujours, par contre, en recherche d'excellence, ça c'est sûr. Du coup, dans ton rôle de manager, avec l'actualité du moment chez Abyssen Belgium, tu passes un step, tu manages de plus en plus de personnes. Du coup, tous les jours, tu apprends en fait. Tu continues de grandir avec Abyssen. Bien sûr, j'apprends tous les jours, je grandis moi-même et je fais grandir mes équipes. C'est ça un bon leader aussi. C'est quelqu'un qui fait grandir ses équipes, qui porte ses équipes et qui fait grandir ses équipes. Je pense que ça c'est en écho, ça fait écho à ce que je disais auparavant, à savoir ce dont je suis le plus fière. C'est ça, c'est mon équipe. L'évolution de chacune des personnes qui constituent cette équipe aujourd'hui. En début d'année, là, j'ai promu 5 managers dans mon équipe.
Et ça, bah voilà, forcément, je suis très fière de ça. Et donc, au-delà de... Enfin, et ça me fait grandir moi-même aussi, évidemment. Faire grandir les autres, ça me fait grandir moi aussi. Et voilà. Plus réussite collective que réussite individuelle, en fait. Bien sûr, le collectif, je pense, est le plus important en 2023, au jour d'aujourd'hui. Le collectif passe avant tout. En tout cas, moi, c'est ma valeur. Et c'est pour ça que je disais, je parlais de l'ambiance et de l'esprit d'équipe très important. Je pense que chez AB Ilsen, on est vraiment fiers de ces valeurs et on les met en application tous les jours. D'ailleurs, ça fait écho avec une de nos valeurs, le collectif apprenant. Tout à fait. Donc, parfait. Aurore, je passe à un tout autre sujet. Ouais. Je sais que tu es passionnée de voyage. Je voulais savoir, on en a un peu parlé au début, on a un peu teasé au début, on a parlé de plongée. Mais je voulais savoir s'il y a une passion que tu as développée et qui a un lien avec les valeurs d'AB Ilsen. Alors, évidemment, je suis passionnée de voyage, évidemment, parce qu'on en a parlé. Depuis petite, je disais, j'ai eu la chance que mes parents nous transmettent à mes frères et sœurs et à moi la passion du voyage dès notre plus jeune âge, on va dire. Moi, j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux paysages, etc. Et j'en ai un peu parlé aussi, mais je suis passionnée de plongée sous-marine. J'en fais de plus en plus. J'essaye de m'évader, puisqu'en plus, ça m'apporte beaucoup de sérénité et d'apaisement. Et clairement, ça fait très écho à notre valeur de l'exploration passionnée, parce que moi, j'adore explorer les fonds marins. Voilà. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de plonger dans les cénotes au Mexique. Alors, les cénotes, c'est des grottes au milieu de la jungle. C'est de la plongée spéléo, donc c'est assez technique. J'adore, c'est passionnant. C'est vraiment le dépassement de soi. Ça reflète aussi des valeurs managériales de gens, parce qu'on est accompagné, on n'est jamais tout seul, évidemment, quand on plonge. Mais aussi de management du risque, parce que c'est un sport qui est aussi risqué et qui a des codes et des normes et des règles de sécurité très strictes. Et voilà, et moi, la plongée, le fait... alors, il y a la plongée spéléo et il y a la plongée en océan. Les deux m'apportent énormément. Et ça, ça reflète aussi notre valeur de la liberté responsable. Je vais faire mon petit passage défense de la cause. Mais oui, ouais, je suis passionnée et très respectueuse et inspirée par l'océan. L'immensité de l'océan et l'exploration de ces océans et le respect des océans avant tout et de la nature globalement, le respect de notre environnement. Et pour moi, ouais, j'incarne vraiment ces valeurs de liberté via la plongée, via les grands espaces sous-marins, etc. Mais en étant responsable, en respectant la faune, la flore, en respectant notre environnement, évidemment. Voilà. Et puis, après, il n'y a pas que la plongée, il y a le voyage aussi et le respect, effectivement, des cultures, l'humilité qu'on doit avoir quand on rencontre des gens qui ont une culture différente et plein de choses à nous apprendre. Tu te rappelles de ta première plongée ? Oui, je me rappelle de ma première plongée. J'avais 8 ans. C'était où ? C'était en Corse. Ok. C'était en Corse, avec mon papa, qui fait de la plongée depuis jeune aussi et qui nous a transmis cette passion. Et j'ai une photo, j'ai une photo de moi que je visualise très bien, où je suis en combinaison de plongée, cheveux au vent, sur un Zodiac à 8 ans. Ouais, je me rappelle très bien. Ça t'a jamais fait peur, du coup, de faire ça ? Non, je crois pas que le sentiment de peur ait été un sentiment à l'époque que j'ai ressenti, même si depuis, je l'ai ressenti en plongée, dans certaines plongées en carrière récemment ? en Belgique. Pas récemment, mais quand je passais mes diplômes de plongée, je les ai passés notamment dans les carrières belges.
C'est pas les plus beaux endroits C'est une pour autre faire de la ambiance, je plongée, pense. mais c'est vraiment des plongées techniques et dans l'apprentissage, évidemment. Voilà. Donc oui, j'ai eu des moments, j'ai eu des ressentis proches, enfin même de peur à certains moments, mais pas quand j'ai fait ma première plongée. Je pense que c'était d'abord l'exploration, l'excitation qui prenait le pas sur mon ressenti à ce moment-là. D'accord, ok. Et j'ai hâte de C'est quand la pouvoir prochaine ? emmener. La prochaine, ce sera probablement là pendant les fêtes. Ok. J'aurai un peu froid, je pense, mais j'irai quand même, je pense, plonger dans le sud de la France. Et oui, j'ai hâte, évidemment, moi, c'est le voyage. C'est ce que je veux transmettre aussi à mes enfants. Et puis la plongée, ils sont très impatients de pouvoir commencer. Donc j'ai hâte d'être à l'été prochain pour emmener mon fils pour la première fois faire ses premières plongées. Très très bien. On a parlé d'exploration juste avant. Est-ce qu'il y a un rêve, un objectif personnel que tu aimerais réaliser dans les prochains mois, les prochaines années, que ce soit chez Habitsen ou de façon plus personnelle ? Alors un de mes rêves serait c'est pas pour tout de suite, mais serait de passer mon monitorat de plongée. Très bien. Ça demande un peu de temps, donc on verra. Mais oui, c'est un vrai rêve que j'ai. Et puis au sein d'Habitsen, je pense qu'on est free to explore. Et j'aimerais beaucoup pouvoir aller développer et monter, ouvrir une agence à Habitsen à l'autre bout du monde. Le message est passé. Le message est passé, j'espère. Mais ouais, ça, ce serait super, parce que c'est tout ce que j'aime. Encore une fois, les langues, l'international, le multiculturalisme. Et puis, voilà, ce serait vraiment l'apogée de pouvoir combiner tout ça, potentiellement en allant développer le groupe ailleurs. Un continent, Au soleil, un pays, ce serait bien. un pays en particulier, un continent. Moi j'aime beaucoup l'Amérique latine, donc Ok. pourquoi pas au Mexique. Je pourrais combiner la plongée avec. Si le CEO nous entend, le Mexique, Voilà. peut-être un jour. On approche de la fin de ce podcast. J'ai une question que j'ai envie de te poser depuis le début. Tu sais qu'on approche bientôt la barre des 100 000 abonnés sur LinkedIn. On a une audience qui est composée de tout âge, tout type de personnes, mais on a beaucoup de jeunes qui sont encore en études ou qui sont jeunes diplômés. J'aimerais que tu nous donnes 2-3 petits conseils pour des personnes qui se lancent dans le monde professionnel. Est-ce que tu as des astuces à partager ? Alors des astuces, je sais pas. J'ai pas la prétention de pouvoir donner moult conseils, mais je pense qu'il faut que chacun suive son intuition, et s'écouter soi-même, c'est très important. Écouter les conseils des autres, bien évidemment, c'est important aussi, mais voilà, écouter les conseils, les digérer et derrière suivre, s'écouter soi-même, suivre ses intuitions, être à l'écoute d'opportunités. Je pense que si je reflète un peu sur ces 15 dernières années, 20 dernières années, je pense que c'est ce que moi j'ai fait, c'est suivre un peu mes intuitions, être à l'écoute et je pense que ça m'a pas trop mal réussi et ça c'est important. Se dire aussi que peu importe les décisions qu'on prend, il faut les assumer et se dire qu'au moment où on a pris cette décision, c'était la meilleure des décisions. Parce qu'il y avait un contexte personnel, environnemental, qui fait qu'on a pris cette décision à un moment. Il faut les assumer, ces décisions. Prendre des risques. Prendre des risques aussi, bien sûr, mais assumer ses décisions. Et quand on change de direction à un moment ou à un autre, c'est pas parce que la décision qu'on a prise 2 ans avant, 3 mois plus tôt ou 2 semaines avant était mauvaise. Au contraire, mais c'est que les choses ont changé entre-temps. Nous-mêmes avons changé entre-temps, donc on peut changer de direction. Mais je pense c'est important de suivre son intuition et assumer ses décisions. Très bien. Et de toute façon, la vie, c'est une épreuve tous les jours. C'est des défis, c'est des opportunités aussi, comme on a pu en discuter dans ce podcast. Et de toute façon, on se l'était un peu dit en off, mais même dans
que ce soit dans la réussite ou même parfois dans l'échec, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, on apprend en fait. On apprend, on grandit et on se forge. Bien sûr. Très Bien bien. sûr. Bah écoute, Aurore, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. J'espère que tu as apprécié cet exercice et on se dit à très bientôt et au plaisir d'avoir échangé avec toi. En tout cas, c'était- Merci beaucoup, Yann. à À très bientôt. Merci. Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la team com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at a Wilson.